nous accueillons Sybille Montignac, diététicienne et spécialiste des index glycémiques, qui va se faire un plaisir de répondre à vos interrogations, tout en vous livrant des conseils pratiques pour rééquilibrer votre alimentation et perdre du poids suite au confinement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il est important de souligner puisque c'est le thème principal d'aujourd'hui. Donc l'index glycémique, tout d'abord, il faut savoir que ça ne va concerner que les aliments qui contiennent des glucides. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas d'index glycémique, par exemple, pour l'huile d'olive ou pour le beurre ou pour la viande en règle générale. L'index glycémique, c'est la capacité du coup de l'aliment et plus précisément du glucide à augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, après son ingestion. Voilà. Et en fonction de ça, on va avoir différentes réactions de l'organisme qui vont, entre autres, conduire soit à la prise de poids, soit plutôt à l'amincissement. D'accord. Comment, du coup, on fait pour connaître l'index glycémique d'un aliment? Alors, connaître l'index glycémique d'un aliment, à part grâce aux tables des index glycémiques qui existent, que l'on peut trouver sur différents sites, notamment sur le site officiel de la méthode Montignac, ça va être assez difficile parce que c'est un calcul qui est fait. En fait, il faut déjà tout d'abord préciser que l'index glycémique n'a rien à voir avec la quantité de glucides. Donc, en regardant l'emballage de votre produit, notamment si c'est un produit industriel, vous n'allez malheureusement pas pouvoir avoir l'index glycémique puisque ça ne correspondra pas à la quantité de glucides. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. On est plus sur une qualité que sur une quantité. Donc, ce calcul, comme je disais, il est réalisé en laboratoire. Souvent, on a une dizaine de personnes qui sont volontaires, qui vont ingérer 50 grammes de glucose pur, qui va être la référence pour calculer l'index glycémique. On va prendre ensuite la glycémie de toutes les personnes, en fait, toutes les demi-heures à peu près, sur 2-3 heures. Et on va créer des courbes. Et ensuite, à jeun, on fera la même chose avec 50 grammes de glucides purs de l'aliment à tester. Alors, par exemple, si on veut tester un pain particulier, on prendra une quantité de pain pour avoir à la fin 50 grammes de glucides purs dans cette quantité. On ingérera donc assez rapidement cette quantité, pareil, à jeun. Et puis, on prendra de la même façon qu'on aura fait pour le glucose, la glycémie, toutes les 30 minutes, à peu près sur 2-3 heures. On va avoir une autre courbe. Et l'index glycémique sera la différence entre ces deux courbes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et qui se fait en laboratoire. Et donc, on a déjà une base de données qui est très vaste sur les aliments qui sont dits naturels. Donc, c'est pour ça que on privilégie d'autant plus l'alimentation naturelle et les aliments non transformés, puisque la majorité, en fait, des produits industrialisés n'ont pas d'index glycémique associé. Les industriels le font pas. Déjà, ça coûte très cher et puis la plupart du temps, ce serait pas forcément pour leur servir. Donc, ils n'ont pas nécessairement d'intérêt. Donc, en fait, il faut regarder sur le tableau des index glycémiques, voilà, l'index glycémique de l'aliment en question, si c'est un aliment naturel. Et puis, si c'est un aliment un peu transformé, on regardera plutôt la liste des ingrédients, vérifiant qu'on a un minimum d'ingrédients à IG élevé, voire pas du tout. Est-ce que l'index glycémique d'un aliment peut varier en fonction de son degré de mûrissement ou de vieillissement? Alors oui, on a des facteurs qui vont influencer l'index glycémique. On a la cuisson qui peut influencer l'index glycémique, notamment pour des aliments tels que les féculents, comme le riz, les pâtes. On va plutôt conseiller d'être sur des cuissons al dente pour avoir un aliment qui ne va pas s'attendrir justement et qui va rester plutôt résistant, puisque s'il s'attendrit, automatiquement en parallèle, on va avoir un index glycémique qui va plutôt augmenter. Donc pour avoir un titre d'exemple, le riz collant généralement est un riz qui a un index glycémique plus élevé qu'un riz qui va être plutôt ferme et croquant. Voilà, ça peut être un indicateur. On a aussi, alors après, le fait de griller le pain, ça c'est l'inverse, ça va sécher l'amidon, donc ça va le rendre plus résistant, donc ça va plutôt avoir tendance à baisser l'index glycémique. Et puis après, on a, comme vous en parliez, le mûrissement de certains fruits, comme la banane par exemple, qui va avoir un impact sur l'index glycémique et notamment l'impact de l'augmenter, plus ou moins. Y a-t-il une différence entre l'index glycémique des fruits frais et des jus de fruits naturels? Oui, alors ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, dans le fruit frais, vous allez naturellement avoir plein de nutriments que vous n'allez pas retrouver dans le jus de fruits, même si c'est un jus de fruits qui est pressé par vous-même, à la maison. Notamment, on a les vitamines qu'on va perdre beaucoup par l'oxydation. Et puis, on a aussi les fibres qui ont comme rôle très important de pouvoir assurer justement un index glycémique assez bas. Donc, on aura généralement une différence, alors pas énorme, mais quand même
assez conséquente entre l'index glycémique d'un fruit frais consommé tel quel et l'index glycémique de son jus de fruits équivalent. Il vaut mieux consommer des ingrédients à index glycémique bas ou élevé, de manière générale? Oui, alors effectivement, c'est important de le souligner. On considère, nous, qu'un index glycémique sera élevé à partir de 50, en sachant que les aliments qui auront un index glycémique supérieur à 50 seront donc à éviter si on est par exemple dans un objectif de perte de poids ou dans un objectif de rééquilibrage de son diabète, parce que c'est bien sûr quelque chose qui est très utile en cas de diabète et qui peut permettre de réduire fortement sa médication, voire parfois, même quand c'est un tout début de diabète qui est pas encore bien installé et que c'est un diabète de type 2, pas un diabète de type 1, insulino-dépendant, on peut même parfois réussir à supprimer totalement la prise de glucophage, de médicaments. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant pour l'alimentation des diabétiques en règle générale, en sachant que si on est supérieur à 50, on a quand même parfois des aliments qui sont exceptionnels, qui vont avoir tellement peu de glucides que finalement, même si on en consomme, même si leur index glycémique est un peu élevé, comme ils contiennent très peu de glucides, ça n'aura pas vraiment d'impact sur votre glycémie et donc sur votre poids ou votre diabète. Donc, ce sera un petit peu les exceptions des index glycémiques élevés. Mais sinon, on va bien sûr privilégier un maximum tous les index glycémiques inférieurs ou égaux à 50. Et puis particulièrement ceux qui sont encore plus bas, c'est-à-dire inférieurs ou égaux à 30. On est vraiment sur cette fourchette. J'ai des problèmes de mastication. Comment faire pour avoir la satiété qui arrive plus vite, soit en 20 minutes environ, alors que parfois la satiété n'arrive qu'au bout d'une heure. Alors là, il va falloir effectivement ruser en ajoutant des aliments qui vont être satiétogènes, mais qui vont demander peu de mastication. Alors c'est pas évident, il y en a pas beaucoup. Ça va être surtout les aliments qui contiennent des fibres, tels que le son d'avoine ou de blé, par exemple, que vous allez pouvoir rajouter dans un laitage ou rajouter dans une compote ou rajouter dans une purée. Ça va pas vous demander de la mastication et donc un effort par rapport à vos problèmes dentaires. En revanche, ça va vous permettre d'augmenter la quantité de fibres de votre plat et donc d'augmenter la satiété. Mais alors, le premier conseil que je peux vous donner, qui sera le plus important, au-delà de rajouter ces aliments qui vont être riches naturellement en fibres et donc pouvoir augmenter votre bol alimentaire et votre sensation de satiété, ça va être de manger, mais le plus lentement possible pour ressentir justement cette satiété. Voilà. Donc, ce sera très important de poser votre fourchette peut-être entre chaque bouchée, pas être distrait ou distraite pendant votre repas en essayant de manger en pleine conscience, comme on dit, et surtout de prendre au maximum votre temps pour que ces mécanismes, pour laisser plus de temps à ces mécanismes en fait de se mettre en place, tout simplement. L'IG des aliments crus et des aliments cuits est-il le même? Alors non, mais ça je pense que je me demande si on n'a pas répondu un peu indirectement. On a effectivement souvent une différence d'index glycémique entre les aliments crus et cuits, puisque le fait alors c'est un peu technique, mais faut pas forcément retenir plus. C'est plus pour comprendre. En fait, vous avez vraiment votre glucide qui est attaqué par plein de petites enzymes. Plus le glucide et notamment l'amidon va être tendre, plus il sera facilement attaqué par les enzymes, transformé en glucose, il passera la barrière intestinale, il ira dans le sang et donc il augmentera la glycémie, ce qui se traduit par un index glycémique plus élevé. Plus au contraire, vous allez avoir un amidon qui sera résistant, plus cette réaction aura du mal à se faire et donc moins l'index glycémique sera élevé. Le fait qu'on poursuive la cuisson ou qu'on cuise de façon normale même, pour certains aliments encore une fois, ça va effectivement avoir comme impact pour certains types de glucides d'attendrir ce glucide et donc de le rendre plus facilement attaquable par les enzymes digestives et donc d'augmenter son index glycémique. Ça ne concerne pas forcément tous les aliments, c'est souvent le cas pour les crudités, pour les fruits crus qui seront généralement plus bas en termes d'index glycémique que les fruits cuits. Voilà, en plus on a toujours cet intérêt en termes de vitamines qu'on retrouve moins du coup dans les aliments qui sont cuits. Donc c'est un global où c'est bien d'équilibrer, d'avoir un peu de cuit, un peu de cru. Et puis on a la maturité aussi, comme on en parlait tout à l'heure, et d'autres facteurs qu'on a vu en tout début de webinaire. Quel type de farine choisir avec un bon IG? Alors, ça, c'est une bonne question aussi.
Les farines qui vont avoir un index glycémique bas ou moyen, donc qui seront à privilégier, sont les farines. Alors déjà, pour tout ce qui est farine un peu classique, type farine de blé, farine d'épeautre, farine de seigle, etc., l'idéal, ce sera d'avoir, quand on est dans une recherche d'amincissement ou de rééquilibrage de son diabète, comme je disais, parce qu'il y a toujours deux différences. Il y a un peu, on est un petit peu plus, on fait encore plus attention quand on a envie de perdre du poids, voilà, après une prise de poids, par exemple, de confinement, ou quand on vient de découvrir qu'on a un diabète qui est déséquilibré, donc il faut rééquilibrer son alimentation. Et puis après, on a juste se maintenir en bonne santé, puisque on parle de la perte de poids et du diabète, mais on a aussi beaucoup d'intérêt, notamment dans tout ce qui est inflammation, bien-être en général, pour le sommeil, etc., à avoir une alimentation à IG bas. Donc, on sera bien sûr beaucoup plus large sur les aliments, enfin un peu plus large sur les aliments quand on est plutôt dans cette recherche d'équilibre que dans une première phase d'amaigrissement ou de rééquilibrage pour le diabète. Ces farines, elles seront à privilégier donc de type T150 quand on est dans cette première phase un peu plus stricte. Donc en fait, le type de farine va nous indiquer le type de glutage, en sachant que plus la farine aura un type élevé, plus elle sera riche en cendres, enfin plus son taux de cendres sera élevé, ce qui veut dire qu'elle est riche en fibres, et donc elle a un index glycémique plus bas. Voilà, donc on sera sur de la T150 en phase 1, un peu d'attaque, et puis en phase 2 classique, le T110 convient très bien. Après, on a d'autres farines un peu plus exotiques, si je peux dire, qui sont moins utilisées dans la cuisine courante, qui vont être les farines d'orge mondée, qui ont un index glycémique très intéressant. On a la farine de quinoa, la farine de lentilles, la farine de coco, la farine de soja également, et je crois que c'est à peu près tout. Moi, une astuce, c'est pas vraiment une farine, mais c'est la poudre d'amande ou la poudre de noisette que j'utilise beaucoup aussi dans la préparation des gâteaux. Voilà, souvent combiné avec une des farines que je viens de vous citer, mais qui permet également d'avoir un intérêt nutritionnel et un intérêt sur l'index glycémique, puisque les graines oléagineuses ont un index glycémique bas. Voilà. Vous avez une liste que vous pouvez donner d'aliments à indice bas et d'aliments à indice élevé. Petit déjeuner, AIG autorisé, donc on va rester dans le large inférieur ou égal à 50. On a le pain intégral, on a les crackers de fibres, on va avoir par exemple les galettes de sarrasin, on va avoir alors les galettes de sarrasin type crêpes, pas type galettes soufflées, on évite les céréales soufflées, ça c'est dans la liste des index glycémiques élevés. On a aussi pain Essen, qui est du pain à base de graines germées. Bon, on a le pain Montignac, bien évidemment, puisqu'on a quelques produits qui répondent aux IG bas. On a les préparations aux fruits, donc à tartiner, sans sucre ajouté, sans édulcorant et sans jus de raisin de préférence. On aura la majorité des fruits, plutôt frais. Alors ça, c'est important de le souligner. Évitez de prendre un jus de fruits à jeun le matin, parce que typiquement, comme on en parlait tout à l'heure, le jus de fruits a un index glycémique plus élevé du fait de sa pauvreté en fibres. Donc, si vous êtes un peu sensible au niveau du pancréas, vous risquez d'avoir une petite hyperglycémie dès le réveil, ce qui n'est pas forcément génial et ce qui va pas donner un bon ton pour votre journée. Mais voilà, on a les flocons d'avoine, les flocons de quinoa, on a aussi les légumes. Il y a des gens qui mangent, plein de gens qui mangent des légumes au petit déjeuner. Après, sinon, en termes d'IG élevés au petit déjeuner, on va éviter tout ce qui est céréales soufflées. Alors, typiquement, j'en profite pour vous parler des galettes de riz soufflées, là, qui sont hypocaloriques, donc qui ont dans l'esprit des gens une super réputation, mais qui sont absolument catastrophiques en termes d'index glycémique. Donc voilà, le pain blanc, bien sûr, on évite. On se l'autorise plutôt, deuxième phase et puis de façon occasionnelle et plaisir. Tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est brioche, biscotte aussi, pain complet classique. Voilà, c'est très important d'avoir un pain à la farine T110 ou T150, mais le pain complet classique comme on trouve le plus souvent est du pain à la farine T80, donc encore un petit peu trop raffiné. Tout ce qui est crêpes, pancakes industriels, gâteaux du petit-déj industriel, ça on évite aussi. On a plein de recettes pour se faire plaisir et pour se faire des pancakes soi-même avec des farines à IG bas qui conviennent très très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de repas du midi et un repas du soir?
Oui, alors par exemple au déjeuner, on pourrait consommer une entrée de crudité ou alors une grosse salade. Par exemple, en ce moment, voilà, on va arriver. En plus, je crois que quand même un des avantages du confinement, c'est que les gens se sont remis un petit peu à cuisiner et puis là, les cantines vont pas forcément réouvrir tout de suite. Donc on peut se préparer sa grosse salade composée avec une protéine. Donc là, on va avoir soit de la viande, du poisson, des œufs. Ça peut être aussi des protéines végétales, comme un petit peu de tofu si on a l'habitude d'en manger, ou mettre du fromage. Ça, ce sera possible au déjeuner. On va ajouter bien sûr des crudités, la salade verte, des tomates, des concombres. On peut ajouter des légumes cuits également. Comme je disais en tout début de webinaire, c'est bien d'avoir un équilibre et de consommer un peu les deux. Donc on peut mettre des courgettes cuites, des aubergines cuites, des haricots verts, pourquoi pas, des choses comme ça. Si on a peur de ne pas tenir justement parce qu'on avait l'habitude de manger plutôt des féculents au déjeuner, eh bien, on mettra un petit peu de lentilles ou un petit peu de pois chiches ou un petit peu de quinoa qui ont un index glycémique bas et on assaisonnera avec l'huile de son choix, l'huile d'olive vierge extra, un peu d'huile de colza, un peu d'huile de noisette, pourquoi pas. Les vinaigres sont tous autorisés. On peut mettre un peu de moutarde aussi dans son assaisonnement si c'est de la moutarde sans sucre ajouté, un peu de sel, un peu de poivre, voilà, ou du jus de citron à la place du vinaigre. En fait, la salade composée, la règle en gros, c'est sans pommes de terre, sans croûtons, sans maïs. En gros. Après, on peut adapter un petit peu, on peut mettre un peu de riz basmati voilà, cuit al dente, etc. Et en dessert, on peut prendre un bout de fromage si on l'a pas mis dans sa salade, un fruit si on n'a pas de problème de fermentation, qu'on n'a pas des ballonnements quand on mange les fruits à la fin du repas. On peut très bien manger un fruit à la fin du repas si on n'a pas ces problèmes de ballonnement. Et si c'est un fruit à IGPA, comme une pomme ou une compote, si on est plus sensible au niveau de l'estomac, à ce moment-là, on prend plutôt une compote de pommes sans sucre ajouté ou des fruits rouges qui n'entraînent pas ces problèmes de fermentation. Et le dîner, il pourra être un peu sur la même base si on veut un dîner un peu léger, mais on évitera le fromage, on évitera les viandes grasses, on privilégiera plutôt le poisson ou la volaille. Ou alors, on peut manger une assiette de spaghettis cuits al dente avec du coulis de tomate, un petit peu de basilic. On peut manger aussi un petit peu de riz basmati avec des lentilles et des tomates. Voilà. C'est noté, merci beaucoup. C'est déjà l'heure de la fin de ce webinaire. Merci à vous, Sybille, de nous avoir livré toutes vos astuces pour mieux manger et en concernant aussi qu'est-ce que c'est l'index glycémique et quel est son intérêt au quotidien. À très vite. Au revoir.